Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Jean-Marc Lapiana est médecin. En 1994, il a créé à Gardanne, près de Marseille, la Maison, un lieu de vie pas comme les autres. Un lieu de vie pour les personnes en fin de vie. Après ses études de médecine, il devient généraliste à Aix-en-Provence et il se trouve confronté dans les années 80, comme beaucoup, à l'épidémie du sida. Avec un petit groupe, il a créé un lieu pour accompagner les malades et leurs familles. Près de 30 ans après, il dirige toujours la Maison. Dans cet établissement de soins palliatifs, les patients sont libres. Libres d'aller et venir, libres de profiter de ce qu'ils aiment. La Maison les accueille pour une journée, un court séjour, ou propose des hospitalisations plus longues en unité de soins. Dans cette grande bâtisse lumineuse, l'art et la culture occupent une place centrale pour nourrir les patients grâce à des partenariats noués avec des institutions culturelles. La création et l'art-thérapie sont un outil à part entière du parcours de soins. Et aujourd'hui, Jean-Marc Lapiana, depuis Gardanne, nous fait le plaisir d'être notre engagé du Figaro. Bonjour Jean-Marc Lapiana. Bonjour. Vous dirigez depuis près de 30 ans la Maison de Gardanne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la spécificité de ce lieu ? Oui, c'est un lieu très attachant déjà. C'est un lieu de vie. Alors un lieu de vie où il y a des gens qui finissent leur vie, c'est toujours un peu compliqué à définir. Mais c'est un lieu qui est né de la lutte contre le sida. Et comme il nous semblait que c'était important de pouvoir accompagner les gens, quelle que soit leur histoire, à la fois leur histoire personnelle et leur histoire médicale, on a eu envie de créer un endroit qui était hors hôpital, qui ressemblait à la maison avec la sécurité de l'hôpital. On l'a appelé la Maison et ça fait 30 ans. Aujourd'hui, évidemment, on accueille toutes les pathologies et tous les âges, toutes les personnes concernées par cela. Et on accueille aujourd'hui 38 résidents et nous avons un hôpital de jour, à la fois sur l'aspect créatif et sur l'aspect du soin. Et nous allons à domicile et nous avons un centre de formation. Quand vous dites l'aspect créatif, qu'est-ce qui différencie la Maison d'une unité de soins palliatifs classique ? Nous, on a la chance d'exister depuis 30 ans et depuis 30 ans d'avoir toujours été proche du milieu artistique. Ce qui fait qu'on a à la fois des artistes connus comme des artistes non connus qui viennent donner du temps et on a des partenaires un peu dans tout le monde artistique, que ce soit le monde de la danse, que ce soit le monde du spectacle, grâce au Grand Théâtre de Provence d'ailleurs. Et aussi, nous-mêmes, nous nous exposons sur scène. Et c'est une manière aussi de dire à quel point l'art fait partie de la vie et quand on est malade, ça prend une place très très importante. Ça, c'est une particularité de la Maison et on fait tout pour montrer à quel point c'est nécessaire et utile et les malades nous le disent bien. Même des malades qui sont vraiment au bout de quelque chose, ils arrivent à créer des œuvres d'art qui seront exposées pour leur famille. Moi, je suis toujours stupéfait de voir à quel point, quand on donne la possibilité aux gens malades de sortir de leur lit, que ce soit physiquement ou intellectuellement, ils s'en saisissent et il se passe des choses assez extraordinaires. Donc ça, c'est vraiment le point fort ici. Vous parliez de l'épidémie du sida. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette maison ? C'était le manque de structure ? C'était une envie particulière d'apporter de l'art en fin de vie à des patients ? Alors d'abord, c'est une histoire de vie, c'est-à-dire que moi j'étais médecin généraliste, quand le sida est arrivé, j'étais jeune médecin généraliste et beaucoup de gens voulaient pas soigner ces personnes, soit par peur, soit parce qu'il y avait une stigmatisation. Donc moi je me suis engagé dans cette voie dès 84, je venais de m'installer et au fil des ans, quand j'ai vu à quel point la complexité qu'il pouvait y avoir de l'accès aux soins en fonction des parcours qu'on avait eus, par la stigmatisation, que ce soit par la vie affective, comme l'usage des drogues, comme tout ce qui pouvait tourner autour de cette maladie. C'est-à-dire qu'on refusait de soigner ces patients en fin de vie, ces personnes atteintes du sida. On préférait que ça se passe ailleurs. Et du coup, avec des gens qui étaient en vraie difficulté de vie, avec un isolement qui était créé par eux-mêmes, qui voulaient pas qu'on puisse dire la pathologie qu'ils avaient. Et nous, on faisait avec d'autres un travail à domicile très lourd et on n'y arrivait plus. Donc l'idée était de construire un lieu où, se mettant tous ensemble dans ce lieu,
on serait plus fort et on pourrait comme ça accueillir les situations quelles qu'elles soient et mettre un peu au même pied d'égalité aussi bien des familles qui ont des moyens que des familles qui n'en ont pas. Parce qu'à l'époque, je soignais aussi bien quelqu'un qui vivait dans un château et qui avait tout le personnel à sa merci, et en même temps une femme dans un HLM dont le lit médicalisé pouvait être que dans la salle à manger avec 2 enfants qui avaient cette vision de la maladie dès le matin au petit déjeuner. Donc, il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste sur le plan social, alors que la confrontation à la maladie était complètement identique. C'est-à-dire que les souffrances ne vont pas que chez les gens les plus défavorisés matériellement. Des fois, vous pouvez être dans des situations extrêmement bonnes sur le plan social et les prises en soins, les difficultés familiales sont énormes. Donc, il me semblait important pour nous d'y être, pour pouvoir tenir et se sentir vraiment plus solides entre nous. Et puis, il y avait l'idée aussi de montrer un exemple et de dire que la fin de vie, c'était la vie jusqu'au bout et qu'il fallait pouvoir accompagner ces situations-là. Et le fait qu'on ait démarré sur la prise en charge du VIH, du sida, ça nous a permis aussi d'avoir une autre vision en ce qui concerne le cancer et les maladies neurologiques. Et très vite. Parce que vous êtes ouvert depuis, vous avez ouvert la maison à bien d'autres pathologies depuis 1994. Oui, toutes les pathologies et tous les âges. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les traitements sont arrivés, il y a eu moins de demandes pour les patients séropositifs ou atteints du sida. Nous, on a pu accompagner les personnes atteintes de cancer ou de maladies neurologiques. Et on voit bien la difficulté qu'il y a sur certains accompagnements. On parle beaucoup aujourd'hui, dans tout ce qui se passe avec les nouvelles lois à venir, de la maladie de Charcot. On parle de ces maladies-là qui nécessitent qu'il y ait des lieux d'accueil comme les nôtres pour pouvoir soutenir le malade en priorité et puis les familles aussi qui sont complètement impactées. Dans l'accueil de patients en fin de vie, quel est un des plus beaux souvenirs que vous avez de création artistique ? Vous me parliez de cette émotion de voir un patient créer, sortir de son lit et qu'à chaque fois ça vous touchait. Est-ce que vous avez des choses qui vous ont particulièrement touché ou des personnes qui vous ont particulièrement touché ? Mais quand vous me posez cette question, j'ai une somme d'images qui me traverse l'esprit qui est incroyable. Mais je vais vous raconter quand même une histoire. On a eu une compagnie de danse en résidence ici, et il y a un de nos patients qui est stabilisé maintenant, mais qui est handicapé, qui est parti en tournée avec eux. On a aujourd'hui, alors je pense à la danse parce que c'est très sensuel la danse, et donc ça amène quelque chose de très fort dans la relation. Mais je pense à un malade complètement paralysé sur lequel on a fait un petit film où on voit la danseuse qui danse autour de ce patient et on finit par le voir danser en même temps. J'ai tellement d'images. Venez nous voir et vous verrez, c'est important. C'est important de voir comme le mouvement est quelque chose qui est impalpable, mais qui peut être réel à partir du moment où on apporte le mouvement de ceux qui sont en bonne santé et qui compense les pertes de ceux qui peuvent plus le faire. Et c'est pareil pour les mains. Je pense à une patiente qui a eu un premier prix de dessin, de peinture, parce qu'elle a fait une reproduction d'un tableau de Cézanne. Elle a peint avec la bouche, elle était complètement paralysée. Elle a eu le premier prix. Personne ne savait qu'elle avait peint par la bouche. On n'a pas voulu le dire. Et elle a eu le premier prix. Et c'est quand on lui a remis le prix qu'on a dit, elle est venue, on a dit, regardez, elle est paralysée et elle a peint avec la bouche. Voilà, j'en ai tellement des souvenirs. Ouais. Ce que vous dites autour du mouvement et du corps, qu'est-ce qui est important pour vous dans l'approche du corps du patient en fin de vie, de faire vivre ce corps et de lui donner des sensations de le soigner déjà, le laver, simplement le laver. Vous savez, on reçoit des fois des personnes très malades, elles n'ont pas eu un bain depuis des jours et des jours, elles n'ont pas eu une vraie toilette complète depuis des jours et des jours. Le simple fait de pouvoir prendre un bain, d'écouter de la musique dans la baignoire et d'avoir un massage, même les malades les plus handicapés peuvent bénéficier de ça, mais vous n'imaginez pas le soulagement que ça apporte. Donc déjà, le soin du corps en tant que tel, masser un corps, le laver, mettre des crèmes hydratantes, coiffer quelqu'un, avoir une socio-esthéticienne qui va venir et qui va aussi redonner un visage plus agréable que ce que la maladie peut produire, ça me paraît énorme. Quel message enverriez-vous aux gens aux aidants qui ont des proches en fin de vie ou extrêmement malades ? Alors déjà, les aidants naturels, ce qu'on appelle les aidants naturels, déjà, il faut qu'ils puissent se faire aider eux-mêmes. Vous savez, souvent, on me dit à la maison à Gardanne, les malades sont bien pris en charge. Je dis d'abord, la priorité, c'est que l'équipe soit bien prise en charge.
tous ceux qui sont autour d'un malade, c'est une équipe déjà, qu'elle soit familiale, et déjà en priorité s'occuper des aidants naturels, pour qu'ils puissent eux-mêmes, s'ils sont aidés, prendre le temps de ce massage, prendre le temps de choses qui sont difficiles à faire quand on est pris dans un espèce de mouvement où tout va tellement vite et où la souffrance de l'autre vous impacte complètement. Et on peut se faire aider. C'est vrai que souvent les gens sont isolés, ils savent pas, mais il y a toujours quand même quelque part une association, une équipe de soins et tout qui peut aider, un réseau qui peut aider même à domicile. Vous avez essayé d'essaimer d'autres maisons dans d'autres régions. Est-ce que, j'imagine qu'il y a des gens qui viennent vous voir, surtout actuellement dans le débat autour des soins palliatifs et de la fin de vie. Est-ce que d'autres initiatives similaires à la vôtre ont essaimé grâce à vous? C'est très particulier. Alors, tous les projets qui existent en France, peut-être pas tous, mais beaucoup, la plupart, viennent chez nous pour s'inspirer, pour savoir comment on peut les aider et tout. Nous, on est ravis. On n'a jamais essayé d'essaimer dans le sens où on n'a jamais voulu faire une chaîne de maisons comme ça a pu exister dans certains dispositifs de maisons de retraite ou d'autres. Mais par contre, ce que je remarque, c'est d'abord, on les aide et on fait ce qu'on peut, mais quand je vois la difficulté qu'ont les gens à aller jusqu'au bout de leur projet, des fois ça me désole parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de volonté, mais il y a tellement d'embûches que le parcours est long. Nous, on a réussi à franchir ces embûches de façon assez rapide en définitive, mais c'est pas le cas de tout le monde et il faut vraiment de la volonté, du courage et jamais lâcher. Après, il y a une difficulté qui existe aujourd'hui et dont tout le monde parle, c'est la perte de ressources humaines, c'est-à-dire que même quand on a un projet, même nous ici, on a un manque de personnel au travail. Alors nous, on est au complet en ce moment, sauf les médecins, il nous en manque et il y a personne qui se propose de venir travailler avec nous. Mais aujourd'hui, il y a un déficit du personnel soignant qui est énorme dans nos institutions pour créer de nouvelles institutions et un déficit aussi qui est très important à domicile, surtout d'auxiliaires de vie et de personnes qui peuvent aider les familles à tenir. C'est ce à quoi on est confronté à notre époque. Aujourd'hui, le débat bat son plein autour de la fin de vie et de l'euthanasie. Que pensez-vous des options prises par le gouvernement ? Alors, le gouvernement a pris une option intermédiaire puisqu'il va plutôt sur le terrain du suicide assisté, de l'aide active à mourir, pas vraiment sur l'euthanasie. Et a priori, en ce moment, il y a un peu, pas un retour en arrière, mais en tout cas, il y a une prudence de la part du gouvernement de dire attention, il faut s'adresser essentiellement aux situations les plus complexes. Bon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est confronté à ces demandes chez nous aussi. On est confronté à des demandes d'accélérer les choses de la part des patients et tout quand ils arrivent chez nous. À partir du moment où vous leur apportez des soins, à partir du moment où vous soutenez l'entourage, même si la demande ne disparaît pas, elle n'est plus urgente. Et les gens sont souvent, quand ils sont dans des moments de fin de vie, ils sont souvent dans l'ambivalence, c'est-à-dire si j'ai pas mal, un jour de plus ça me va, si j'ai mal, je voudrais que ça s'arrête tout de suite. C'est-à-dire on veut mourir, on veut vivre. Les deux choses se côtoient et on n'est pas contradictoire. Ça, c'est l'ambivalence. Et je constate, parce que franchement, si tout le monde me demandait le suicide assisté ou l'euthanasie, je serais pour à 100%. Je constate qu'à partir du moment où on apporte ces soins-là, où on est attentionné, où on n'abandonne pas les gens, où on est à leur écoute, on cherche pas à les convaincre d'autre chose, mais on est là et on partage avec eux ce qu'ils sont en train de vivre. Et on essaye d'avoir cette créativité justement que l'art aussi nous apporte pour voir comment ils peuvent encore avoir envie de vivre. En tout cas, on les force pas, mais déjà faire toutes les abstentions thérapeutiques pour éviter qu'ils soient dans un circuit de traitement inutile, eh bien, les gens sont moins pressés. Donc, il me semble aujourd'hui qu'avec la loi Leonetti et Claes, on répond à la majorité, à pratiquement toutes les situations. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Et il n'y a pas une loi qui permettra d'être parfait. Si cette loi arrive trop tôt, bien sûr qu'on va rendre service à des gens qui vont le demander et ce sera une réalité pour eux. Par contre, on risque d'enlever des temps de vie à des gens qui vont le demander, pour lesquels on n'aura pas pris le temps de la réflexion, du partage et de leur permettre de vivre encore des moments qui sont possibles pour eux, leur entourage. Quand je fais la balance entre les deux, il me semble que les personnes qui vont être satisfaites sont nettement moins nombreuses que les personnes à qui on va enlever un temps de vie. Donc, moi, je choisis pas la bonne solution, je choisis la moins mauvaise. Chaque individu, chaque fois qu'il demandera que ce soit le suicide assisté ou l'euthanasie, c'est légitime, c'est un droit individuel d'y penser.
Mais une société, est-ce qu'elle doit aller jusque-là? Est-ce qu'elle doit pas plutôt se concentrer sur comment on soigne mieux les gens, comment on aide les gens à ne pas avoir envie de mourir sous prétexte qu'ils risquent d'avoir mal, sous prétexte qu'ils risquent d'être mal pris en charge? Commençons à bien prendre en charge les gens, commençons à bien traiter la douleur. Et après, à partir du moment où on fait ce travail-là convenablement, peut-être que les quelques personnes qui continueront à le demander, le chiffre sera très faible et peut-être qu'on pourrait y adhérer. On peut pas, alors on compare avec les autres pays d'Europe et tout, on ne peut pas comparer avec les autres pays, on fait pas de copier-coller. On a une évolution de notre société en France et il faut continuer par rapport à l'évolution de cette société. Il me semble qu'il faut pas aller trop vite. Et pourtant, ce que vous dites, c'est que les maisons du type de la vôtre ont beaucoup de mal à se développer ailleurs, parce qu'il y a des freins, parce qu'il y a des embûches. Oui, mais c'est le projet du ministère aujourd'hui, c'est de dire accélérons les choses. Donc nous, on va dans ce sens-là. Il y a un projet sur 10 ans. Moi, si j'avais droit à la parole, je leur dirais, votre projet sur 10 ans, il faut le faire sur 3 ans. Et après, il faut accélérer ces choses-là. Ce qu'il faut pas, c'est que cette loi freine les soins palliatifs. Et ce qu'il faudrait même, c'est qu'on accélère suffisamment les soins palliatifs pour que les gens qui sont dans cette demande, avant d'aller à un suicide assisté ou une euthanasie, passent un certain temps dans une unité de soins palliatifs et qui voient si ça les aide dans un sens ou dans l'autre, sans qu'on soit là pour les convaincre du contraire, simplement leur apporter quelque chose qui peut leur permettre de dire « oui, je suis dans cette situation-là, elle est bien claire » ou « non, effectivement, j'avais besoin de vivre autre chose pour savoir quel choix faire ». On arrive au bout de notre entretien et merci de nous avoir fait partager votre l'univers de la maison. J'ai une dernière question rituelle. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Il y a beaucoup de gens auxquels je pense, mais vous savez, on est à une époque de la parité. Donc je vais vous donner un homme et une femme. Je vais vous donner une femme qui est professeure de danse, qui s'occupe de nous et qui nous permet de monter sur scène. Encore l'année prochaine, on fait une comédie musicale. On est 120 sur scène et avec 3500 personnes dans la salle, ce sera la 7e. Et elle donne un temps, une énergie pour nous. Elle aime ce qu'elle fait. Tout son parcours de prof de danse est absolument extraordinaire, désintéressé, et il est d'une générosité énorme. Elle s'appelle Sophie Rouche. Et je pense à un monsieur qui, lui, est directeur technique du Festival d'Aix et aussi directeur d'un centre international des arts en mouvement, dans lequel je trouve qu'il s'épanouit merveilleusement et qui est en direction de toutes les générations. Et quand vous allez dans ce lieu, vous voyez la générosité de ce lieu pour que tout le monde puisse vivre quelque chose d'extraordinaire. Et il fait ça dans une telle simplicité. Il s'appelle Philippe Delcroix. Et je pense à ces deux personnes-là que je trouve, parce qu'ils font ça avec tellement de simplicité et jamais vouloir la moindre mise en valeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, Jean-Marc Lapiana. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.